chez toi. Et si on parle de recettes, le problème qu'il y a aussi, c'est les produits qu'on va mettre dedans. Si on part sur les fruits et les fruits et les légumes, puisque dans le commerce, on va trouver par exemple la fraise de terre et la fraise qui est Hors de sol. serre et celle qui est hors sol à la flotte, qui va pas donner du tout la même consistance et le même goût après. Parce que fait une réduction avec des fraises qui ont été faites en terre et celles qui ont été faites avec ce qu'ils appellent l'élevage à l'eau là. Substrat. Sur substrat. Ouais. Moi j'ai fait un test avec ça, avec les tomates. En prenant des tomates de mon jardin, des tomates bio et des tomates de supermarché. J'ai pris des tomates du même poids de 3 variétés différentes. J'avais pris de la, comment ça s'appelle, l'ananas, la cœur de bœuf et la marmande. Toutes le même poids, j'ai coupé des tranches qui faisaient à peu près le même poids. J'ai mis le même pourcentage de fleurs de sel sur chaque. La tomate de mon jardin, au bout d'une nuit, j'ai 24% d'eau qui tombe en bas. Une tomate bio qui vient du commerce, on est à 37% d'eau en dessous. Et celle qui vient du supermarché, on a 52% d'eau. Donc quand tu vas travailler ces produits-là, forcément ton résultat ne sera pas le même. Bah, pour rebondir, on avait fait un test avec un élève qui voulait en fait travailler la confiture de tomate. Il avait vu quelque chose pour son mémoire BTL, il faisait de la confiture de tomate. Et on a fait des essais et c'était pas bon, on n'y arrivait pas. Sur le papier, on avait une recette, ça devait marcher, ça marchait pas. Ça change tout. Et donc à sa première récolte, il m'a donné des tomates. Mais différentes variétés. On a fait la confiture, et ben écoute, c'était le jour et la nuit. Et donc pour moi, ça c'est l'exemple type si tu veux. Et dans nos formations, c'est ce qu'on disait aux jeunes, la première chose qu'il faut faire, c'est sélectionner sa matière première. Abdès, quand il avait fait son concours là et qu'il avait travaillé la mangue, il allait acheter la mangue à l'Uniprix à côté, et à chaque fois qu'on faisait le produit, c'était dégueulasse. Je lui dis non, tant qu'on n'aura pas une bonne mangue, c'est pas la peine de faire un gâteau à la mangue. Tu fais ça avec du navet, c'est la même chose. Déjà, la question se pose, pourquoi faire un gâteau à la mangue alors qu'on est en France? Alors, justement, on va essayer de recentrer un peu notre débat sur cette heure, c'est de se dire que le souvenir que l'on a tous, puisqu'on vient de régions différentes, de pâtisseries qui sont attachées à notre région, et essayer d'expliquer pourquoi elle est rattachée à cette région. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai retrouvé de vieux documents où on voit l'agriculture paysanne en France, où on voit bien justement sur les fruits, les variétés qui sont cultivées dans certaines régions de France et pas dans d'autres. Et avec Brice, quand on a fait une interview d'un cultivateur qui a mis en place les amandes, et en discutant avec ce monsieur, j'ai découvert qu'en fait en Alsace, et entre autres sur les coteaux de Strasbourg, il y avait des amandiers. Ouais. Et moi je ne savais pas, et ce qui fait que, ah oui, on ne sait pas tout, et ce qui fait que, ce qui explique qu'en fait dans le Kouglof il y a des amandes. Même plus au nord, il y en avait. Ouais. Eric parlait des qualités de pommes. Si on prend la pomme, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vas dans toutes les boutiques, on fait de la tarte aux pommes avec de la golden. Ah, je suis pas d'accord. Alors vas-y, dis-moi. Je suis pas d'accord parce que déjà, on peut pas dire toutes les boutiques vu qu'il y a des boutiques, la mienne. On a sélectionné, on prend des All-Stars en hiver, elles tiennent pas tout l'été, et après on prend des John Cole pour le printemps. Et on arrête les tartes aux pommes l'été. Et c'est pas la seule boutique. Je suis d'accord que dans beaucoup de boutiques, et encore, dire que la Golden, très souvent la Granny Smith est tenue aussi parce qu'elle apporte sa typicité et sa tenue à la cuisson. Alors comment tu... ça c'est intéressant. Donc comment vous avez fait votre choix alors sur les pommes? On a été voir un producteur qui travaille en Picardie, qui vend sur les marchés parisiens à côté de nous. On leur a pris quelques pommes de chaque, donc de 10 variétés différentes. On a fait la même pâte pour tous. On a fait donc une dizaine de tartes aux pommes, dégustation à l'aveugle à toute l'équipe. Et on a pris la tarte qui plaisait à l'équipe et qui du coup reflétait l'entreprise. Et vous avez vu qu'il y avait des différentes pommes qui fondaient plus ou moins à la cuisson? Il n'y a pas les mêmes textures, pas les mêmes tenues de pâte, pas même la quantité de rejet d'eau. Et puis même là en faisant ça, les All-Stars qu'on a eu, début au milieu de l'automne, et celles qu'on avait en plein hiver après avoir un stockage au fricot,
il y avait des adaptations à faire parce que elles relâchent plus ou moins de flotte avec le temps. Elles se sont un peu asséchées l'hiver et elles étaient un peu plus sèches. Mais là, il y a déjà eu un beau travail de fait, puisque tu me dis que tu n'utilises pas les mêmes variétés toute la saison. Mais pour beaucoup de gens, on utilise les mêmes pommes tout le temps. Là, tu dis exactement ce qui est, c'est-à-dire que les pommes, tu as certaines pommes qui vont se consommer jusqu'à certaines périodes, si tu les conserves naturellement. C'est-à-dire, quand je dis naturellement, alors le frigo, je pense que c'est frigo sans rajouter d'azote. Non, c'est juste du frigo à 4 degrés. Voilà, juste du frigo, comme ils faisaient dans le temps, qu'ils gardaient dans des caves où c'était trié par zone, parce que moi je me rappelle chez mon grand-père, c'était pareil, parce que mon grand-père faisait des pommes à manger, mais il faisait des pommes à cidre. On avait 250 pommiers, moi je me rappelle qu'au mois de novembre, on avait ramassé des pommes le jeudi après-midi, je peux dire que je me rappelle encore. Mais ils ramassaient variété par variété, parce que pour faire le cidre, ça fait pas la même chose, et pour les pommes à manger, c'était pareil. On les conservait différemment, et là ce que tu viens de dire, c'est quelque chose d'intéressant, qu'on ne voit très rarement, les gens qui vont conserver les pommes par rapport à la saison. Plus on avance dans la saison, tu as des pommes qui ne sont plus consommables, qui n'ont plus la même texture. Et c'est ça intéressant. Mais il n'y a pas beaucoup de pâtissiers qui font ça. Et on s'aperçoit aussi sur la conservation des pommes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu observer, donc c'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais les gens qui me connaissent savent que je suis toujours dans l'excès de mon propos, de façon justement à faire réagir les gens. Mais malgré tout, la Golden reste quand même une des pommes qu'on voit le plus dans les boulangeries-pâtisseries. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on voit de moins en moins de tartes aux pommes d'ailleurs. Parce que les tartes aux pommes, comme elles sont faites avec des pommes plutôt à croquer, qui contiennent beaucoup d'eau et qui, dans le temps, se dessèchent, font des tartes de qualité qui sont assez moyennes. Et en plus, comme ce sont des pommes à croquer qui conservent au frigo, elles se gorgent encore plus d'humidité. Non, ils ne conservent pas au frigo, ils conservent dans des chambres froides spéciales avec on baisse l'oxygène et on rajoute l'azote. Oui. Non mais ça c'est dans les vergers. Moi quand j'ai travaillé par exemple, je ne donnerai pas le nom de la société, et c'est là où j'avais découvert qu'en fait à la récolte, c'est mis dans des grands frigos, on ferme et en fait il y a un gaz qui est là qui permet en fait à la pomme de se conserver et de faire fluctuer d'ailleurs le marché. Quand il y a trop de pommes, le prix de la pomme baisse, donc l'intérêt c'est de garder les pommes dans les frigos et de faire monter le prix de la pomme tranquillement toute l'année. Et moi je te parle des professionnels qui gardent leurs pommes au frigo pour faire leur tarte. Je sais. Donc ce qui fait qu'en fait la pomme à croquer elle se gorge encore plus d'humidité, et ce qui fait que quand ils la cuisent, il n'y a pratiquement plus rien dans la plaque à rôtir ou dans la tarte. Et en fait, ça, tu vois, c'est un très bon exemple sur le choix de la matière première et surtout de la saisonnalité. Alors, ça n'a pas enregistré, en fait, tout à l'heure quand vous avez parlé des fraises. Et comme on est en pleine période de fraises, j'aimerais bien qu'on reparle des fraises. Parce que toi, tu as fait... moi, j'ai un souvenir d'une des entreprises, et Eugène, je suis sûr que tu vas pouvoir nous en parler. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où l'employeur avait un grand jardin. Et donc en fait on faisait de la pâtisserie et entre autres des sorbets avec les fraises du jardin. Donc on avait le droit, le patron qui amenait une caisse et qui disait aujourd'hui c'est sorbet fraises, ou qui ramenait des abricots, ou qui ramenait les cerises. Bon, à l'époque ça ne nous faisait pas spécialement rire, mais on avait quand même une pâtisserie qui avait un peu plus de goût que maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Eugène, de ça ? Alors pour en revenir à ça, moi je suis Eugène Abraham, je suis responsable de l'Institut des métiers du goût. Mais dans mon parcours professionnel, j'ai été très marqué par les cuisiniers. J'ai travaillé en étoilé Michelin. Celui qui m'a donné le plus envie de poursuivre dans le métier et dans les orientations que je me suis données, c'était un chef de cuisine, parce que d'abord, il m'a appris le sensoriel et à goûter. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos métiers, c'est qu'on ne goûte pas et goûter la matière première. C'était la première des choses. Et ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui ne fabriquait que des sorbets à partir de fruits frais de saison. Donc ce qui veut dire aussi être capable d'aller sourcer les producteurs ou d'aller sur différents marchés pour acheter des fruits frais et de saison et de sélectionner, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou comme l'a dit Émeric, des produits qui correspondent vraiment à ce qu'on veut faire. Et ça veut dire aussi d'être capable de s'adapter, parce que une fraise de plein champ de coteaux,
d'une semaine à l'autre, elle n'aura pas du tout la même texture et qu'on va faire, on va la passer en centrifugeuse pour faire du sorbet, le nombre de passages en centrifugeuse, il va varier complètement d'une semaine à une autre en fonction du stade de maturité. Et donc ça va aussi changer sur le goût et c'est d'être capable d'expliquer aussi à nos clients qu'on n'est pas sur des produits qui sont standards et linéaires. D'une semaine à l'autre, un sorbet peut avoir des goûts différents. Ça, c'est peut-être le plus dur en termes de communication, mais c'est un travail de communication et de longue haleine à faire. C'est un travail d'éducation. D'éducation. Et on doit rééduquer le client parce que chez nous, quand on travaillait qu'avec du fruit frais, à la période de Noël, on avait souvent des clients qui voulaient absolument une bûche à base de framboise ou de fraises. Et on refusait, mais on leur proposait autre chose. On leur disait, aujourd'hui, il y a de la mandarine, on travaille de la mandarine qui vient de Tunisie, qui est de la mandarine à pépins, qu'on trouve plus, mais qui a un parfum. Et ça voulait dire aussi rééduquer complètement le consommateur. Mais ça fonctionne très bien quand on a les équipes de vente que l'on briefe en permanence. Et puis, on a une histoire à raconter à travers le produit. D'abord, l'origine du produit, avec quelle variété, le producteur, la saisonnalité. Ça veut dire qu'on va donner aussi de l'argumentaire aux vendeurs parce qu'il y a une histoire derrière ça. Et je pense que nos produits doivent raconter une histoire. Et aujourd'hui, ce que je remarque en pâtisserie, les produits ne racontent plus d'histoire parce que, comme tu l'as dit Thierry, ils sont linéaires partout en France. Voilà. Ils doivent être rentables surtout. Il doit être sur une rentabilité, mais travailler à la saison, c'est aussi une forme de rentabilité parce qu'on va payer la fraise moins cher que quand on va l'acheter au mois de décembre. Je pense que... Je suis pas sûr malheureusement. Mais... Je suis pas sûr malheureusement parce que quand tu vas acheter de la fraise de plein champ, tu vas la payer beaucoup plus cher parce que la fraise de plein champ elle va pousser par terre, donc pour la ramasser c'est beaucoup plus de travail et moins de récolte par personne que quelqu'un qui va dans une serre, c'est facile, c'est à hauteur, donc tu vas avoir des petites mains et elle va te coûter moins cher en fraise de serre qu'en fraise de plein champ. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que je suis allé à Rungis avant les fêtes de Noël, chez Aurélien là. Qui va faire ses courses à Rungis. Et il achète beaucoup de fruits rouges parce que l'entreprise qu'il a racheté, l'ancien employeur, mettait des fruits rouges sur tous ses produits. Et il a voulu enlever un peu de fruits rouges pour essayer de faire une pâtisserie un petit peu différente, mais la clientèle est tellement habituée, il m'a dit je suis obligé. Donc nous voilà au mois de novembre à Rungis, aller acheter des caisses de fraises. Et je dis quand même, tu vas pas acheter des fraises en plein mois de novembre. Et il me dit goûte-les, tu vas voir, c'est incroyable. Et tu as complètement raison, Eric, c'est-à-dire que déjà, elle était pas si chère que ça. Elle venait de Belgique et elle avait le goût de fraise, ce qui était assez incroyable par rapport à même à des fraises qu'on mange en ce moment. Là, nous, on mange beaucoup de fraises à la maison. Je peux te dire qu'une fois sur deux, elle n'a pas de goût. La fraise, elle est ramassée à peine mûre et elle est bloquée dans des frigos pendant 4-5 jours. Et le fait de les bloquer, ça va bloquer le parfum de la fraise. Quand tu vas dans un jardin, tu ramasses une fraise le matin. Juste le matin, quand il fait pas chaud, tu as encore un peu d'humidité, tu manges ta fraise, elle va avoir un goût, elle va être parfumée. Tu la gardes, même en la mettant dans une boîte température à 12-13 degrés, quand tu vas la manger, elle n'aura plus le même goût dans l'après-midi. Que les leurs, elles sont bloquées, donc elles n'ont plus de goût. Alors justement, en pâtisserie, on parlait de ça, on parlait des fruits, et je me souviens d'un professionnel qui disait que ses clients lui reprochaient, alors je ne sais plus en quelle période de l'année, ça devait être en février, de faire des tartes à l'abricot. Et on se disait, parce que la cliente disait, mais vous comprenez, c'est pas un fruit de saison l'abricot, plein mois de février. Et donc, comme moi, j'aime beaucoup lire, je dirais, l'histoire de notre métier. Et j'ai trouvé qu'on avait un petit peu oublié que nos professionnels, dans le temps, faisaient des conserves. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le problème, ça dépend aussi de quoi on parle. C'est-à-dire qu'entre faire un fraisier avec des fraises fraîches en plein hiver, et encore, faut-il voir quand elles ont été cultivées, sur quel sol, quand est-ce qu'elles ont été récoltées, quelle variété de fraises on a utilisé, parce qu'il en existe des dizaines, combien de temps elles ont été transportées, depuis combien de temps elles ont été récoltées, il y a tout ça qui voit. Et là, on parle que des fruits frais, parce qu'une tarte aux abricots,
On peut même la faire, j'ai envie de même pousser plus loin que la conserve aujourd'hui avec le froid. On peut faire en pleine saison d'abricots des tartes abricots entières. On les congèle crues, on les cuit à Noël, elles sont nickel. C'est ça. Comme si elles étaient faites. Si le congélateur, on a bien surgelé, on a bien gardé à moins 20 degrés dans une atmosphère protégée, sans changement de température, ça bouge pas. Donc aujourd'hui, il faut voir qu'on a nos traditions, on a nos valeurs de saisonnalité qui ont du sens, parce qu'à côté de ça, notre tarte à l'abricot, là, énergétiquement, elle a consommé énormément. Quand on prend un abricot qui vient du local de saison, qui a été récolté à maturité, on est beaucoup plus proche de l'écologie. Par contre, pas forcément de la qualité, qu'elle soit gustative ou nutritionnelle. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, puisque je reprends ce que disait Eugène tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé aussi en restauration et j'ai beaucoup appris en fait des cuisiniers. Et je trouve que ce que l'on a perdu en pâtisserie, c'est ce que font encore pas mal de cuisiniers, c'est qu'ils sont proches de leur jardin. Et moi, j'ai travaillé avec un cuisinier qui, quand c'était la saison, faisait exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que quand il me disait des fois, il dit j'ai un lot de langoustines qui va arriver, tac, on se tapait toutes les langoustines à décortiquer, c'était le début du sous-vide. On mettait ça en sous-vide, bien à plat, surgelé. Après, il avait un bac de stockage, il mettait ça dans la glace et ça tenait 3 mois. Et en fait, il arrivait à avoir et ses coulis et ses langoustines qui étaient parfaites. Et nous, ça, on l'a un peu perdu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donné à des industriels, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut trouver des abricots surgelés, on peut trouver des abricots en boîte. C'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai connu la boîte depuis mon apprentissage, je connaissais le fruit en boîte. D'ailleurs, je me souviens des fois quand on ouvrait les boîtes, on se disait putain, ils sont trop cuits, ils se tiennent pas, ils n'ont pas de goût. Mais aujourd'hui, c'est encore pire d'ailleurs. Je ne veux pas parler comme un ancien, mais je trouve qu'on a perdu ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'on devrait être capable de pouvoir récolter les fruits quand ils sont à maturité, les transformer, les surgeler, les mettre sous vide ou autre, et de pouvoir en effet les sortir 3-4 mois après et de l'expliquer à d'autres clients. Et ce que tu disais, Eugène, c'est qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on ne parle pas suffisamment à notre client. Non, et puis le client, je voyais pour avoir fait ça pendant presque 20 ans, le client, il attendait des saisonnalités. On avait aussi des clients qui venaient, ils attendaient le melon, ils repartaient, ils disaient on n'a pas de melon encore, ça va arriver la semaine prochaine. On avait des clients qui disaient on vient la semaine prochaine. On avait l'impression peut-être d'avoir perdu un client, mais on ne l'avait pas perdu parce qu'il revenait la semaine d'après, on l'avait pendant toute la saison parce qu'il était amoureux du sorbet melon. Mais je pense que quand on travaille à la saison, ça permet de faire des catalogues aussi qui sont saisonniers et de raconter aussi une histoire permanente à nos clients. Et ça fait vivre une boutique, ça dynamise aussi l'équipe de vente parce que c'est pas monotone, parce qu'avoir les mêmes produits tout au long de l'année, ça devient monotone à la fois pour le vendeur mais aussi pour la clientèle, quoi. Et ça veut dire aussi que quand on source, faut être capable de savoir goûter et déguster. Moi j'ai beaucoup appris avec les cuisiniers. Ça a été la première chose qu'ils m'ont appris, c'était la dégustation des produits. Si tu sais pas goûter, ça va être difficile d'aller acheter des produits sur un marché. Voilà. Et puis faut se l'imaginer aussi qu'il va être transformé, parce qu'un produit qui est très sucré, c'est une absence de goût. Parce que derrière, nous, on va le transformer. On va encore rajouter du sucre généralement. Et donc, faut savoir différencier le sucre d'une qualité, on va dire, d'un goût, d'une saveur. Voilà, souvent, c'est pas faire la différence entre une saveur et le sucre. Et ça, c'est. C'est le problème aujourd'hui. En fait, notre pâtisserie. Moi, je dis que notre pâtisserie. C'est pas aujourd'hui, ça fait 20 ans. Oui. C'est pas aujourd'hui, ça fait 20 ans. Parce que là, on commence. Un peu moins de 20 ans. On commence à se rééquilibrer un petit peu. Là, il commence à y avoir un travail qui est fait. Oui. Mais c'est il y a 20 ans qu'on a perdu complètement le goût avec des produits qui étaient alors déjà congelés dans des grosses chaînes de froid, pas forcément de qualité. Et là, on commence à retravailler dessus. Je pense qu'au niveau de la marchandise, par exemple, quand tu vas à Rungis, tu as, par exemple, sur les fruits et légumes, je crois que tu as 12 pavillons en tout. Tu as 12 pavillons, mais tu as 3 pavillons où tu sais que tu as une qualité qui est extrême. Et puis, au fur et à mesure, ça va descendre dans la qualité. Donc, c'est à toi aussi d'aller où tu veux. Oui. Et c'est surtout, c'est déjà, moi, mon premier réflexe, si je cherche de la qualité, c'est que je ne cherche pas à Rungis. Non. La qualité,
Pour toi, pour moi, oui. Et quand on a le temps et qu'on cherche à faire de la qualité, alors en connaissant ce que ça coûte, parce que ça coûte du temps, donc ça va coûter de l'argent forcément, sans compter que c'est pas forcément moins cher comme on le disait tout à l'heure, donc c'est d'autres coûts, d'autres énergies à dépenser, et la qualité va passer par le contact direct avec des petits producteurs. Les petits maraîchers, C'est ça, et ça va demander aussi beaucoup plus de temps pour faire les commandes, il va falloir s'adapter à chaque saison, ça demande un poste à part entière, donc au final... Oui, ça existe, oui, c'est pérenne de continuer. Par contre, à savoir, se poser la question à quel point c'est réellement viable pour tout type d'entreprise, parce qu'une entreprise qui fait ça, elle va pas forcément pouvoir vendre ses pâtisseries à un prix forcément très abordable. Parce que, surtout face à une déstandardisation de qualité qu'on peut avoir en face, parce qu'on a aujourd'hui des maisons qui se montent de plus en plus. On a eu au début des chaînes de boulangerie-pâtisserie d'une qualité... correct, si ce n'est passable. Aujourd'hui, la qualité augmentation aussi chez eux. Donc pour se différencier, c'est un très bon manière de faire, mais attention à quelle clientèle à qui on s'adresse. Oui, et le quartier où tu vas t'installer. Et avec qui on travaille. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on a un personnel qui est formé, qui est dans l'adaptabilité et qui est dans la curiosité. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de tout le personnel qu'on va trouver autour de nous. Il y a des passionnés, il y a des professionnels qui adorent ça. Ça peut même donner envie à certains professionnels de s'investir et donner du sens. Il y a aussi cette question de sens et d'éthique qui peut donner envie et justement devenir une solution pour créer, comme Normand le disait, un dynamisme au sein de l'entreprise. Par contre, ça demande beaucoup de temps de préparation, de réflexion et ça ne se fait pas n'importe comment. C'est un chemin long et difficile, mais pour un beau résultat, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi, puisque tu vas avoir des gens qui vont suivre la recette au gramme près. Mais quand tu travailles des fruits, tu ne peux pas travailler au gramme près. Tu dois t'adapter par rapport au goût que tu vas avoir. Et c'est là l'importance que tu disais des gens qui sont vraiment curieux, qui vont rajouter un petit quelque chose parce que ça va donner du peps au dessert quand ils vont le faire. Mais c'est pas marqué sur la recette. Et ça, complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, regardez, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est la redécouverte du flan. Alors, le flan, c'est le truc extrêmement magique, tout le monde y va de sa recette. Alors, en fait, s'il y a un produit qui est hyper basique, c'est quand même le flan. En fait, c'est quand même du lait, du sucre, de la farine. Bon, maintenant, ils mettent de la vanille. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a complètement oublié que le flan, celui qu'on fait, c'est le flan au lait, alors que dans l'histoire, il y a tous les autres flans. Et entre autres, là, il y a une majorité de flans aux fruits. Aujourd'hui, en fait, on fait du flan à la vanille, bon, abricot quand on a une boîte d'abricots qui traîne, mais on a complètement oublié le reste. Et moi, ce qui me fait sourire, c'est que c'est vrai que la pâtisserie parisienne, c'est un peu le phare. C'est-à-dire que si aujourd'hui on ne met pas 15 gousses de vanille au litre, on n'a pas un bon flan. Alors qu'en fait, on s'aperçoit, et nous on l'a fait avec Brice, on l'a fait sur des concours et autres, on s'aperçoit qu'avec un lait fermier, un beurre fermier, du sucre brut, on obtient exactement le même résultat, et avec une bonne cuisson. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, certes, il y a une partie de la clientèle, et d'ailleurs, je lisais avant-hier sur les réseaux, il y a quand même pas mal de professionnels en ce moment qui s'interrogent sur, après la crise, est-ce que la clientèle revient, le coût des matières a augmenté, est-ce qu'on peut continuer à augmenter ? Et ce que je disais, c'est que, et ce qui est un peu dommage, mais ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est que globalement, les gens qui ont un pouvoir d'achat plutôt supérieur reviennent chez les artisans, que ceux qui n'ont pas spécialement de moyens ont quitté en fait l'artisanat. Et moi, ce que je me dis, et ça c'est, je soumets à votre sagacité cette réflexion, c'est que à la base, moi le souvenir que j'ai, c'est que la pâtisserie était réservée quand même à une certaine couche de la population. Et que la pâtisserie s'achetait le dimanche. C'est-à-dire qu'on avait la pâtisserie de semaine et on avait la pâtisserie de dimanche. Et que, avec cette modernisation, cette démocratisation, globalement, la pâtisserie, on va dire, c'est vulgarisé et c'est offerte un petit peu à tout le monde. Et la crise venant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis de plus en plus de sucre, de plus en plus de crème pour pouvoir continuer à faire des gâteaux bon marché. Mais je reviens complètement sur ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire une pâtisserie, je ne dis pas que la pâtisserie qu'on fait aujourd'hui n'est pas de qualité, mais c'est-à-dire que si on veut qu'elle soit plus éco-durable, si on veut se rapprocher de nos producteurs, c'est du temps. Donc forcément, il va falloir le répercuter quelque part. Et surtout une question de facilité.
c'est la facilité de trouver le catalogue qui est là, qui est dans la boîte aux lettres. Tandis que là, il faut que ce soit toi qui fasses la démarche de trouver l'agriculteur, de trouver le bon pépiniériste, celui qui fait la bonne pomme, celui qui fait la bonne fraise. C'est aussi pas forcément que l'argent, c'est aussi une sorte de se dire, moi je vais en vouloir une plus belle. Alors que là c'est facile, tu l'as déjà là, tu la commandes et puis c'est fini. Après, il y a des entre-deux qui existent. Je me permets de citer M. Frédéric Kawecker, qui est à Château-Renard, qui a, depuis au moins une vingtaine d'années, si je ne m'abuse, décidé de développer une pâtisserie de qualité, de grande qualité. Alors, avec des fois, les purées de fruits, il en faut, on en achète. On ne peut pas tout faire, on n'est pas dans un monde idyllique, mais de baser sur la qualité, sur la saisonnalité. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui, des fois, viennent d'assez loin pour aller chercher sa pâtisserie. Comme quoi, ça peut payer aussi. C'est du travail, c'est du temps, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de communication. Énormément. Sûrement dans les choses qui prennent le plus de temps, mais c'est possible, ce qui est déjà bien. Et en fait, sur ce qu'on se dit aussi, c'est que là, il y a une vraie inquiétude, puisque hier, quand on était en commission, c'est ce qui se disait, c'est-à-dire que malgré tout, quand on regarde en région, dans les campagnes, il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui ferment. On parlait de certaines enseignes qui ont quand même un pouvoir et de communication et des moyens pour pouvoir s'installer dans des zones marchandes. Et c'est vrai quelqu'un de jeune qui veut s'installer, ça va être compliqué, il faut le reconnaître. Et si en plus on souhaite qu'il fasse une pâtisserie éco-responsable, ça va être encore un peu plus compliqué. Donc là, il y a un vrai modèle économique aussi à recréer. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un modèle économique et puis aussi même dans notre manière de former les jeunes. Former les jeunes le plus tôt dès le CAP à justement cette éthique-là, ça permettra nous plus tard d'avoir peut-être des patrons qui ouvriront leur entreprise et qui auront déjà un savoir-faire là-dessus et comment faire pour ouvrir une entreprise qui soit plus éthique. Aujourd'hui on a des cours qui tendent vers ça. Est-ce qu'on a le temps aussi, est-ce que les formateurs ont le temps de pouvoir l'expliquer, de l'amener même pendant la pratique, de eux-mêmes sélectionner leurs matières premières pour les journées de pratique, pour montrer aux jeunes que c'est possible, et la démarche qu'ils ont eux faite pour les avoir. Je pense que ça part aussi de là, quoi. Cette éducation, comme on disait aux clients, on peut la donner que si on en a connaissance nous-mêmes. Moi j'ai toujours vécu à Paris par exemple, dans mon éducation de par mes parents, c'est vrai que à Paris, je voyais pas où est-ce que ça poussait, je me rendais pas compte, on allait au supermarché et puis on achetait ce qu'il y avait, quoi. Je me posais pas de questions sur la saisonnalité, et ça c'est un apprentissage que j'ai eu très tard. On m'a vraiment sensibilisée, j'avais 23 ans je crois. Donc finalement, je l'aurais su plus tôt, peut-être que même dans les entreprises que j'avais faites auparavant, ou même moi dans ma vie personnelle, j'aurais tendu vers cette activité-là. Donc je pense que même au niveau de nos formations, pour les jeunes, il faudrait qu'on arrive à leur ancrer ça dès le plus jeune âge. Alors ça, c'est un peu notre démarche qu'on est en train de faire avec le groupe de travail des mentions complémentaires, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui nous manque, c'est qu'on puisse, parce que là, dans nos référentiels, on est en train de dire qu'il va falloir qu'ils s'intéressent à l'éco-durabilité, qu'ils s'intéressent au prix, mais s'ils n'ont pas cette approche d'aller dans des jardins, et puis de voir, par exemple, on parlait de la pomme, mais moi j'ai en mémoire, parce que je l'ai fait en stage, la bourde à loup, qui est en fait une tarte extrêmement simple. Tu fais une bourde à loup avec des poires en boîte, tu prends de la poire William que tu poches très légèrement ou quand elle vient à maturité et tu fais la même tarte, tu changes rien, écoute, tu as l'impression que c'est le jour et la nuit. En fait, c'est le jour et la nuit. Et les cuissons, on peut jouer aussi sur les cuissons, comme on avait joué ensemble en faisant cuire les poires en sous-vide. Oui, alors après, on a en effet, et ça, je rejoins ce que tu disais aussi, c'est que là, malgré tout, notre métier, il a beaucoup progressé grâce au matériel. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas forcément à bon escient. Moi, je trouve que ce que tu disais sur la maturité des fruits, à apprendre, à mettre en mise en forme, les mettre sous vide et les surgeler et les ressortir 3 mois après, parce que il y avait une réflexion, et on en avait parlé avec Lionel, Lionel l'Allemand, lorsqu'on avait fait la restitution de la prospective des métiers, où nous, dans le travail que nous avons tous fait ensemble, on se disait que
on pensait que la régionalité, la saisonnalité est importante. Et Lionel disait, moi je suis assez dubitatif de faire une tarte aux pommes en pleine saison des pommes, alors que toutes les ménagères peuvent faire une cuisson et une tarte aux pommes en même temps. Même si elle n'est pas forcément aussi jolie, mais si le fruit est à maturité, globalement le produit sera bon. Et d'ailleurs on a tous en mémoire, je pense, le gâteau d'une grand-mère ou d'une mère qui était à la campagne avec des fruits qui sont en pleine saison et qui est le meilleur gâteau du monde. Et c'est ça qui est dommage. Hier on parlait des crèmes qui aujourd'hui travaillent encore avec une crème fraîche, pasteurisée ou crue, alors que faire un Saint-Honoré avec une crème crue, c'est... Alors d'accord, j'entends. Après on parlait de sourcing tout à l'heure. Ouais. Pour m'être amusé depuis un petit moment, on est ici à Paris. Ouais. Alors les crèmeries les plus proches, elles sont en Normandie, donc on a déjà une paire de bornes. Ouais. Et puis il y a l'économie, c'est-à-dire qu'il y a la théorie, il y a tout ce qu'on voudrait, et puis il y a la réalité économique. Et c'est qu'aujourd'hui trouver de la crème crue sur le marché, c'est quasiment impossible. À part vraiment d'être en campagne, d'avoir encore un petit fermier qui ne se soit pas fait bouffer par les grands industriels, qui est quasiment nul. C'est presque impossible. Face à ça, on a toutes les exigences de la législation, de l'hygiène, et donc cette qualité qu'on pourrait vouloir de nos voeux, ce côté très ancestral, se confronte à une réalité très dure de notre monde moderne, qui est malgré tout régie par l'argent, régie par énormément de normes de sécurité et d'hygiène, qui nous empêchent de faire plein de choses, et une réalité aussi de l'agriculture et de ce qui nous environne. Alors après, c'est pour ça que je ne pense pas qu'aujourd'hui on y arrivera à retourner dans un monde, ou en tout cas pas du jour au lendemain, vers du petit. Je pense que, pour reprendre ce que disait Parisienne tout à l'heure, se recréer des petites entreprises, c'est pas forcément facile. Moi, ce que je prône, ce que je pense être le plus périn, c'est les entre-deux. C'est ceux qui sont les regroupements de petits, qui permettent d'avoir, par exemple, un regroupement de petits agriculteurs qui bossent avec un regroupement de petites pâtisseries ensemble, ou une entreprise qui a une dizaine de boutiques, qui va avoir un pouvoir financier suffisant pour pouvoir faire du local, faire de la qualité, tout en n'étant pas chez les gros industriels. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, moi, je vais te rajouter quelque chose. Parce que là, tu parles de crème fraîche et de lait. Mais il y a aussi autre chose. Parce que comme on a voulu faire de la surproduction, on a changé les variétés des vaches. En Normandie, tu as de la Prime Holstein. Quantité de lait extraordinaire. Tu as à peine à 42% de matière grasse. Oui. Une Normande, tu as 45% de matière grasse à cette saison-là. Et tu vas sur une Montbéliard, tu as 49% de matière grasse. Donc la qualité du lait va jouer aussi. Dans le temps, on n'avait pas du tout ces Prime Holstein, ces vaches qui donnent un lait qui est dégueulasse. Et après, il y a la nourriture. Elles mangent plus d'herbe. Elles mangent de l'ensilage, de maïs en hiver et de l'ensilage d'herbe au printemps. Alors que si elle est dans un champ et qu'elle mangeait de l'herbe, le goût du lait serait pas le même. Non mais je peux te dire, moi j'ai le cas parce que j'ai encore du monde agricole dans ma famille, c'est-à-dire j'ai ma cousine qui a une ferme avec 70 vaches et j'ai une copine qui a 50 vaches. Et c'est bizarre, ils ont toute une vache qu'ils mettent à part. Une vache qui met à part, qui traite à part, et le lait c'est celui qu'on boit nous. C'est une race normande, c'est pas une Prime Holstein, et elle est beaucoup mieux traitée que les autres. Et puis le lait qui entre, on va le donner à le pivot qu'on va manger après. Parce que on sait que nous, le produit qu'on va manger sera de meilleure qualité. Mais il y a quelque chose c'est tout à fait juste ce que tu dis, hein, parce que là je fais du conseil dans une entreprise et qui fait des petits flancs, je ne citerai pas, et qui souhaiterait en fait acheter du lait en vrac et des œufs de ferme. Je dis, il faut acheter des œufs de ferme. En fait aujourd'hui on a des agriculteurs qui refusent de vendre leurs œufs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à pouvoir acheter des œufs et encore moins du lait. Le seul lait qu'on a dans la région parisienne, c'est le 77. Ouais. Et le lait est déjà acheté par les fromageries pour faire le brie de Meaux, le brie de Melun, le brie de Ningis, le coulommiers. Ils ont déjà des contrats. Mais c'est-à-dire que même au-delà, parce que tu as raison sur les normes d'hygiène, mais je dirais qu'aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, on pourrait s'en passer, on pourrait sans problème y arriver. Mais on a quand même plein de producteurs qui aujourd'hui te disent non, je peux pas vous le vendre. Non, ils ont des contrats. Il n'y a pas que ça.
faut pas oublier que le monde de l'agriculture est en crise pour plusieurs raisons économiques, mis sur perfusion par l'Europe depuis des décennies. Et troisièmement aussi, c'est que dans moins de 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et à aujourd'hui, même ceux qui veulent partir à la retraite, ils ne savent pas comment faire pour trouver des remplaçants. Parce que le modèle économique qui est en place ne fonctionne plus. N'est plus viable. N'est plus viable par rapport à la vie d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que d'avoir des animaux, c'est H24. C'est H24, c'est une corvée H24. Donc ça veut dire aussi soit se mettre en GAEC et on se met à plusieurs, et ça veut dire aussi, si on est à plusieurs, c'est avoir une ferme qui soit beaucoup plus importante pour pouvoir la gérer différemment et pouvoir prendre des vacances et s'absenter. Et ce modèle-là aujourd'hui commence à se mettre en place, mais il faut savoir qu'on va avoir une baisse d'agriculteurs dans moins de 10 ans. Et ça veut dire aussi que demain on ne trouvera peut-être plus de roquefort, on ne trouvera peut-être plus de camembert au lait cru parce que justement on est en manque total de producteurs. Et les marchés émergents aussi, je vois en Normandie, ils ont ouvert une usine de poudre de lait, c'était bien avant le Covid, qui était pour les pays émergents tels que la Chine ou tout ce qui était la partie de l'Asie. Donc ça voulait dire aussi que les agriculteurs vendaient leur lait, pas pour de la production fermière, pas pour la production locale, mais en transformation de poudre de lait qui partait pour les marchés émergents. Donc d'un côté, on a une baisse d'agriculteurs, d'un côté, il y a une demande internationale, et ça veut dire que sur le marché local, demain, on trouvera peut-être de moins en moins de beurre, de moins en moins de lait, et on va être confronté à ça. Et alors justement, en vous écoutant, je me dis que, comme tu le disais, on a ce vœu pieux. Et dans nos référentiels, on est en train d'expliquer, parce qu'on voit bien que malgré tout, il y a une prise de conscience des professionnels qui se disent on est tombé dans cette facilité, de la standardisation, des produits, on ne se pose plus de questions en fait. Là aujourd'hui c'est pareil. Là on parle beaucoup de fruits, mais quand on regarde nos magasins, on a quand même des produits qui contiennent beaucoup de chocolat. Le marché du chocolat, le lobby du chocolat a complètement noyauté la pâtisserie française. La crème industrielle, et j'ai rien contre nos amis qui font de la crème industrielle, mais c'est une réalité. Faire qu'aujourd'hui, on a réussi à orienter les pâtissiers à faire du yaourt moulé avec de la compote de fruits surgelés. Globalement, ce sont nos gâteaux qui brillent, qui sont jolis, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à notre époque. Moi, je dis que c'est une pâtisserie qui est très prétentieuse en fait. Elle est très jolie, très brillante, qui a un goût qui est relativement moyen. Et là, en fait, on se pose tous des questions en se disant « Ah ouais, mais alors en fait, on ne fait que travailler des produits industriels. Ça serait bien de revenir vers l'agriculture. » Mais là, on est en train de se dire que même si c'est un vœu pieux, ça va être compliqué. Mais j'en suis même à me poser la question, est-ce que ça va être possible? Alors ça dépend. C'est-à-dire que excuse-moi, par le jeune, entre ici, en plein cœur de Paris, où effectivement c'est un monde, on est coupé de la nature à hauteur plus, et le fin fond de la Lozère ou de la Creuse ou de la Meuse, on est sur deux pays, deux mondes différents quasiment. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi une génération montante, pas très nombreuse aujourd'hui, mais qui cherche à faire d'autres modèles d'agriculture, d'autres façons de faire, d'autres valeurs mises dedans. Alors pour l'instant c'est des endroits éparses, mais voilà, aujourd'hui on voit apparaître des éco-villages, on voit apparaître des gens qui rachètent des terres pour en faire de la permaculture, pour en faire autre chose. Et peut-être, c'est bien peut-être, que les produits, les fruits, les légumes et tout ce qui en sort, parce que ça reste du commerce quand même, il y a quelque chose à faire là-dedans si on cherche de la qualité. Mais évidemment, de toute façon, le local, si on veut des fruits, des légumes, même du blé, aujourd'hui on a des agriculteurs qui prônent leur blé, des blés ancestraux de leur terre ou autres. C'est valable quand on est sur le proche. Donc la question se pose aussi, du coup, c'est urbanisme ou pas. Ouais, ou agriculture. Ouais. Mais alors on parlait aussi là, des centres de formation, parce que justement le centre de formation, quand il y a un formateur qui veut par exemple une belle fraise, une belle pomme, il va commander sa pomme ou sa fraise et puis il va avoir la fraise qu'on va lui donner. Parce qu'on va lui dire qu'il n'a pas le budget pour avoir une belle pomme, une belle fraise.
Parce que derrière, il y a un financier qui est plus important que le formateur. Du coup, il va nous dire, bah non, tu peux pas avoir tes belles pommes, tes belles fraises, parce que derrière, il faut payer tout le reste. Il y a aussi ça. Donc on ne peut pas donner le produit tout le temps à des jeunes. Par exemple sur les vanilles, parce qu'on parlait des vanilles, tu commandes des gousses de vanille, puis tu vas avoir de l'arôme vanille qui a aucun goût. Parce que... Si, elle a un goût de sirop, de médicament. Mais ça n'a pas le goût de vanille. Ben, ça en fait, c'est un vrai problème. Parce que, comme tu le disais... Nos CFA, c'est comme ça. Ouais. Ah oui, parce qu'économiquement, on ne peut pas faire ça. Parce qu'en fait, on a un problème économique et puis surtout, on a un système de formation, alors je vais dire qui est un peu empirique, parce que globalement, ce qu'on fait aujourd'hui dans les CFA, c'est ce qu'on faisait déjà il y a 30 ans, ou quand on était en CFA, c'était pas aussi poussé, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la formation que nous faisons est obsolète, pour reprendre ce que tu disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on soit capable de former autrement pour, si on veut justement recréer des bases et recréer une pâtisserie, mais il va falloir informer ces jeunes qui arrivent. Comment les informer? C'est-à-dire, encore une fois, cette connaissance sur l'agriculture. Moi, c'est ce qui me choque le plus en fait, c'est-à-dire que le début de cette réunion, c'était de se dire, à la base, quand on lit et quand on écoute nos anciens, ils étaient très proches du jardin. Comme les cuisiniers, tous les étoilés aujourd'hui, ils ont tous leur jardinier. Parce qu'ils ont compris. Moi, j'ai été... ils ont leur jardinier ou ils ont leur maraîcher. Parce Oui. que par exemple, à Paris, bon, on sait que les grands, comment ça s'appelle, ils ont Les grands étoilés, oui. les grands étoilés, ils ont leur fameux maraîcher, là, le japonais, là. Oui, oui. Qui est Côté de Tours. Ah ouais, mais qui, Oui. lui, il est au-dessus du lot. Ouais, hein. ouais, c'est magnifique. Il a un jardin qui est magnifique et puis un amour des produits qui est fabuleux. Après, derrière, tu as certains qui ont leur jardin, mais ça, c'est à la campagne que tu peux te permettre d'avoir un jardin qui fasse 1000 m², 1500 m². Mais à Paris, c'est pas possible. Donc, ils ont leur maraîcher bien spécifique tout autour de Paris. Alors, il y en a un qui va approvisionner 2-3 restaurants et puis pas plus. Hein. Parce que un vrai maraîcher peut pas. Il va avoir une qualité, mais il n'aura pas toujours une qualité extraordinaire. Donc, il va garder pour 3 clients à peu près tout ce qu'il a au-dessus du lot. Et le reste, ça va être vendu, comme tu dis, sur les marchés. Ça sera de la qualité. Ça sera de la qualité gustative, mais pas forcément visuelle. Et dans l'étoilé, ce qu'on attend, c'est le visuel et le gustatif. Et tu connais pas le maraîcher japonais? Non. Ah bah, tu cherches sur internet, tu vas le trouver. Je te redonnerai le nom, mais Ouais. c'est magnifique ce qu'il Mais fait. en fait, le truc, ce que disent les cuisiniers, c'est que ceux qui ont une forte expérience, ils disent bah, globalement, quand le produit est très bon, il y a les 3/4 du travail qui est réalisé. Alors que nous, après, on vient, je me souviens justement d'un reportage sur ce maraîcher japonais, où l'étoilé disait bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je le cuis tranquillement, je fais une petite sauce, je sers, c'est rempli de parfum. Il dit j'ai pas grand-chose à faire. En fait, nous, notre difficulté souvent en pâtisserie, c'est quand on a des produits qui n'ont pas de goût, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, quand on regarde les produits qui sont réellement faits, on a beaucoup de produits exotiques. Quand on regarde bien, et on a la passion qui fait un tabac, on a la mangue. Citron Pourquoi? caviar, citron le yuzu. Eh oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des produits qui sont hyper parfumés. Comme tu disais tout à l'heure, Eugène, des produits. Moi, j'ai un souvenir, j'avais travaillé pour Sicoli, qui faisait à une époque une poire extraordinaire. Une fois par an, il faisait de la pulpe quand elle était à maturité. C'était un bonheur de faire une charlotte à la poire. Maintenant, tu prends une poire, même si tu la poches et que tu en fais une purée, si derrière tu rajoutes pas de l'alcool, si tu rajoutes pas des parfums, elle a le goût de navet, la charlotte. Puis il y a aussi à côté de ça, pour reprendre sur le côté des fois déraisonnable de nos formations, alors, il faut qu'il y ait de la curiosité de la part de nos apprenants, ce qui n'est pas le cas de tous nos apprenants, ça faut le prendre en compte. Mais on a tendance à leur enseigner des recettes où il y a souvent beaucoup d'ingrédients, ce qui n'est pas forcément toujours pertinent. Un ami m'avait fait la réflexion une fois, il travaille aussi en glacerie, donc pas avec Eugène, Monsieur Coste,
Et son patron lui demande de réaliser une glace avec le moins d'ingrédients possible pour copier une des plus grandes marques de glace, celle qui vend le plus à l'international, qui en fait a extrêmement peu d'ingrédients. Mais c'est les bons ingrédients utilisés en bonne escient, à la bonne quantité, avec les bonnes doses technologiques. Et il y a peut-être une question aussi à se poser des fois où on veut toujours faire plus de gâteaux, plus d'ingrédients, et ceci et cela dans des crèmes. Moi, je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si on fait un entremets, pour moi, si j'ai un entremets à la fraise, j'ai besoin d'un gélifiant ou d'un épaississant, donc ça peut être un amidon, une pectine, de la gélatine, éventuellement du sucre, le fruit, point. Et le fruit, il y a la moitié, voire les 2/3 du fruit, je ne le chauffe même pas. Si je veux le goût du fruit pur, ou je veux un goût de fruit cuit, mais l'un ou l'autre. Et bien en fait, je pense, pour en avoir discuté souvent avec les élèves, des fois quand on leur demandait de créer des gâteaux, les gâteaux étaient toujours extrêmement compliqués. Et je leur posais la question en disant mais pourquoi c'est aussi compliqué? Et d'ailleurs c'était avec les jeunes, et bien en fait ils me disaient, tous me disaient, ça prouve que je suis un bon technicien. Et ça nous ramène encore une fois, et c'est la conversation qu'on a avec les inspecteurs hier, j'avais à table. En fait, en France, on a un énorme complexe sur le travail de la main. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à s'identifier sur un produit simple et maîtrisé. Et en fait, aujourd'hui, la pâtisserie, elle est obligée d'être compliquée pour montrer que c'est un métier qui est technique. Alors qu'en fait, ce qu'on dit depuis le début, un métier technique, c'est un métier où on doit être capable de sélectionner ses matières premières et les transformer simplement, comme tu viens de le dire. Mais que la facilité, ou du moins la technicité, on pense que si tu as un gâteau avec 25 couches, 36 additifs et puis 12 glaçages, c'est que tu es un bon professionnel et forcément ton gâteau sera bon. Oui, mais et c'est peut-être là où on s'est un peu perdu en fait. Plus il y a de parfum, et après on s'y retrouve plus. On ne sait pas ce qu'on bouffe, comme disait un vieux cuisinier que j'ai bien connu. Voilà, c'est-à-dire ça a été la mode. Moi, regarde, mais je sais que c'était la mode. C'est après la guerre du Golfe, on a eu plein de. Quand je dis qu'en fait, quand on regarde l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une guerre ou une crise, la gastronomie a changé. Oui. Donc en fait, si on commence ce travail, et il y a le travail de la réforme, et si je voulais qu'on se rencontre pour parler, c'est qu'on est quand même tous ici convaincus qu'après cette crise du Covid, notre métier va changer. Il va forcément changer. Pour plein de choses. On a l'énergie, mais il y aura les matières premières. On va nous imposer, mais parce que je pense que c'est aussi raisonnable, que nos produits soient plus éco-durables, qu'il y ait une empreinte carbone qui soit quand même plus faible. La question d'ailleurs se posait. Je pense qu'il y a aussi un truc que tu lis dans la liste là, qui est en train de nous arriver aux artisans, qui était jusqu'à présent sur les industriels. Moi je le vois parce que j'ai une boulangerie-pâtisserie, donc on voit les restes qui sont plus grande quantité. C'est les taxations, impositions ou amendes sur les surplus, les restes. Et qu'un entremets avec de la mousse, de la crème et autres, au bout de 2 jours de boutique, il est plus vendable. Donc c'est jeté généralement, et là il y a tout un travail aussi à travailler derrière. Et des fois, les pâtisseries les plus simples sont celles qui se gardent le plus longtemps. On parlait du flan par exemple, avant d'avoir des soucis, il faut le faire exprès. Et du coup, on a une capacité peut-être à se réinventer en simplifiant. Ça peut être aussi un facteur important là-dessus, juste sur les restes. Mais de toute façon, le facteur économique, puisqu'on est dans une crise économique, va forcément jouer. Et ce que tu oubliais, c'est le personnel aussi qui n'a plus envie de rester 6 heures dans le laboratoire, 8 heures dans le laboratoire, et qui a envie de vivre à l'extérieur. Oui, 10-15, mais aujourd'hui, nos jeunes, et la pâtisserie est influencée aussi par les grands chefs très médiatiques. Alors que leur pâtisserie elle est absolument pas vendable, elle n'est pas éco-responsable, mais il y a cette influence qui est là, elle est instagrammable. Souvent au niveau du goût il y a beaucoup à redire, sans critique et sans jugement, mais on ne sait pas ce qu'on mange, c'est très joli. Mais il n'y a pas de texture, donc on est déjà en pré-retraite à la maison de retraite, on a l'impression, parce qu'il n'y a pas de mâche. Mais ça, les jeunes s'identifient à ça. Et si demain on revenait à des recettes de base très basiques, est-ce qu'ils seraient d'accord d'être formés là-dessus? Ça c'est une grande question, parce qu'on le voit dans nos centres de formation, dès qu'on revient à des choses très simples, eux ils veulent faire ce qui est instagrammable et ce qu'ils ont vu. Mais c'est ce que je voulais juste dire avant. Ça c'est un enjeu dans le monde de la formation,
de faire comprendre aussi que oui, c'est beau, mais est-ce que demain, si tu t'installes, tu vas pouvoir le vendre dans le quartier que tu vas t'installer. Et ça veut dire aussi rééduquer, il y a toute une éducation à faire sur le travail du fruit brut. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, on travaille en pâtisserie qu'avec des produits qui sont déjà pré-transformés, alors que si on travaille avec une pomme, on peut tout valoriser dans la pomme. Tout à fait. Et il y a tout un apprentissage à refaire qui s'est perdu. Mais oui, mais enfin en tout cas moi c'est mon sentiment en fait. C'est-à-dire que en fait le système éducatif français est extrêmement élitiste. Donc ce qui fait que depuis, la conversation qu'on avait encore une fois hier à table était marrante, puisque la personne avec qui on discutait était une ancienne directrice d'école maternelle et primaire, et elle nous disait que c'est ce qui l'attristait énormément. C'est-à-dire qu'en fait on était déjà tout petit dans la performance, et on n'était pas du tout dans la découverte. Et moi je le vois bien pour avoir fait, et toi Eugène, toi qui as fait aussi un peu, qui peint et autres, mais on s'aperçoit que tout ce qui est fait en France, tous les apprentissages, est dirigé vers l'élitisme. Donc en fait, quand on fait quelque chose sur l'élitisme, il y a énormément de casse. Et il y a énormément de gens qui restent sur le bas-côté et qui vont faire un métier, surtout par défaut. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'en France, l'artisanat dans sa globalité n'est pas aussi fier, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi fier d'être artisan aujourd'hui que quelqu'un qui va être justement sur Instagram, informaticien ou autre. On a beaucoup de parents qui veulent, et aujourd'hui d'ailleurs on le voit bien dans le recrutement, c'est-à-dire que dans des secteurs comme le bâtiment, la boulangerie, on en parlait dernièrement, il n'y a personne, il n'y a plus personne, les centres sont vides. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande avec la démographie, en fait il y a une forte demande. Donc que font les parents ? Ils envoient leurs enfants dans des filières qu'ils semblent pour eux être des filières d'excellence. Alors que le travail de la main est une filière d'excellence. Et en France, on a complètement perdu depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on a sorti les gens des champs pour les mettre dans les usines et dans les bureaux, parce qu'il était important, la réussite, c'était d'être un col blanc, pas être un col bleu. Mais on en est aujourd'hui, au XXIe siècle, au même niveau. Donc, demander à un jeune de venir dans nos métiers. En pâtisserie, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que c'est joli, parce qu'ils pensent que c'est plutôt un métier artistique plus qu'un métier gustatif, même si la pâtisserie, comme la cuisine, c'est un art. Mais on oublie que, comme tu viens de le dire, Eugène, que l'art, ça passe aussi par cette connaissance et cette maîtrise du gustatif. Donc, nous, notre gros travail, notre gros questionnement, c'est de dire comment allons-nous faire pour pouvoir ramener tous nos jeunes à se rapprocher de cette agriculture, se souvenir, enfin, du moins même, c'est même plus souvenir, c'est découvrir pour pouvoir le mieux l'utiliser. Je suis en train de me dire, il y a un truc très humblement, je pense qu'il y a un point qui est négligé dans quasiment tous les CFA que j'ai rencontrés, quasiment toutes les personnes que j'ai rencontrées qui vont en CFA, c'est que avant de vouloir éduquer les jeunes en cours ou autre, il faut voir ce qu'ils mangent. Mais avant même ça, il faut voir ce qu'on leur propose de manger. C'est-à-dire que dans le CFA, on va leur apprendre, et on va vouloir leur apprendre la qualité, le choix et autres. Il faut voir ce qu'on leur propose de manger à la cantine le midi, voire le soir s'ils sont internes, dans ces mêmes CFA. Et il y a des choses qui sont faites parce que depuis tout à l'heure, au final, ce qui est sous-jacent, c'est l'éducation. Si les gamins sont éduqués depuis tout petit à manger de la bonne bouffe, étant adultes, ils ne chercheront pas que du visuel, ils chercheront aussi des goûts et des arômes. Ça a été démontré notamment dernièrement à Romainville, où il y a une cantine qui est passée en bio local de saison. C'est possible, ça leur coûte moins cher, à peu près 1 € moins cher par repas que ce qu'ils avaient fait. L'équipe y retrouve du sens, donc c'est des choses qui pareil, c'est possible. Mais je pense que les CFA professionnels, aujourd'hui, ont une grande question à se poser sur le sujet, parce que dans les CFA d'alimentaire, j'entends, parce que si on veut faire de l'alimentaire et de demander à des gens de faire de la bonne alimentaire, qu'est-ce qu'on leur met sous le nez avant et qu'est-ce qu'eux mangent ? Alors là, je vais te dire, je peux en parler, puisque je l'ai géré pendant 15 ans. C'est exactement la remarque qu'on s'était faite. On s'est dit, dans notre CFA, il faut impérativement que les gens mangent correctement. Alors déjà, on avait mis en place plusieurs choses. Essayer de les faire manger correctement. Donc moi, et mon équipe, pas que moi, j'ai fait retirer tous les sodas, j'ai fait retirer les frites,
On a presque une grève. Des parents qui nous ont écrit en nous disant c'est un vrai scandale, tu vois. Donc on s'est arrangé avec un prix moyen parce qu'en fait on a toujours une réalité économique. Parce que là où je te rejoins, et pour avoir rencontré nombre de sociétés de restauration, les gens me disaient, Monsieur Bello, mais vous faire à manger correctement, c'est pas un problème. Alors au lieu d'avoir 1 euro de matière première, vous nous mettez 2 euros, ne serait-ce que le double, même 50 centimes de plus, vous allez voir, ça va être mieux. Mais le problème, c'est qu'on a nombre de familles qui ne peuvent pas se permettre de payer. Moi, je me souviens qu'on se faisait insulter parce qu'on nous disait, mais comment, dans un CFA comme le vôtre, la cantine n'est pas gratuite? Ça, c'est une réalité de tous les jours aussi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité économique. Mais tu as tout à fait raison, dans le sens où, que ce soit dans les CFA, dans les lycées professionnels, parfois, le self, c'est compliqué. Mais comme le disait Brice aussi, pour être passé par là, moi, pendant des années, on a essayé de fournir des matières premières relativement qualitatives. Mais aujourd'hui, il y a plein de CFA qui n'ont pas les moyens, qui achètent dans des grandes surfaces la matière première, et ils font avec. Moi, j'ai donné des cours à des formateurs où je découvrais que la farine était achetée à l'Hyper-U d'à côté. Donc je leur disais, mais vous ne pouvez pas fabriquer un bon feuilletage avec de la farine, on va faire des crêpes avec. Donc c'est pour ça que je vous disais que je pense qu'aujourd'hui la formation à l'école doit être complètement réformée parce que déjà il y a un problème de budget et puis c'est qu'est-ce qu'on va enseigner? Quelles sont les priorités? Et est-ce qu'on va avoir le temps de tout enseigner? Parce que comme tu le disais, et là je te rejoins, c'est que à mon avis déjà les jeunes qui rentrent en apprentissage, c'est ça que ça va être compliqué parce qu'il va falloir rattraper tellement de choses. Et Eric peut en parler. Avant le Covid, on avait fait un partenariat avec la BNF sur la semaine du goût, tu te rappelles, avec des enfants à l'école maternelle. Et on a fait ça pendant 4 ans. C'était extraordinaire. On a eu une expérience qui était fantastique. C'est-à-dire qu'on invitait des écoles maternelles et primaires. Et l'objectif, c'était, on montait un énorme buffet. Et sur les buffets, on mettait que des matières premières. Sucré, salé. Ils rentraient dans une pièce, ils étaient par 3, on leur faisait déguster quelque chose, et ensuite on leur disait, vous allez sur le buffet, et vous allez prendre sur le buffet les éléments qui, d'après vous, composent le plat que vous avez mangé. Pendant 4 ans, ça a été extraordinaire, on a fait des choses, et puis d'un coup, une année, un bide, mais alors un bide, mon vieux, je ne peux même pas te dire, c'est les mêmes écoles, les mêmes instituts, le même lieu. La moitié, enfin même plus de la moitié des groupes ne voulaient même pas goûter. Moi j'ai une élève, je lui ai dit mais goûtez c'est de l'oignon. Elle m'a dit je connais pas, je goûte pas. Et on avait fait, je sais pas pourquoi, j'avais dû le sentir et j'avais dit à Eric, on va faire un truc, on va mettre quand même un poste. Je voulais qu'il goûte du pain cuit. Parce que aujourd'hui vous avez vu que les gens mangent beaucoup de pain non cuit. Donc je dis, c'est le moment de leur faire goûter du pain de campagne. Donc notre collègue boulanger, il avait fait du campagne bien cuit, et on avait fait une dégustation d'eau aussi. Tu vois. Donc le bide, ils refusent de manger les produits qu'ils ne connaissaient pas. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont au rayon pain, ils se mettent du pain jusqu'aux oreilles, de l'eau, et après ils sont passés au buffet sucre. Et puis il y a un petit groupe d'élèves qui eux sont passés, qui s'en sont mis jusqu'aux oreilles, qui ont répondu au test. Et puis je me souviens, ils étaient assis par terre, ils finissaient de manger. Donc je suis allé les voir, puis j'ai dit alors c'est bon, ça vous a plu? Ah ouais, c'était super. Et en fait, en discutant avec eux, on s'est aperçu que tous les enfants qui étaient là et qui ont apprécié faisaient partie d'un milieu socio-culturel moyen, voire élevé. Donc du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé voir les autres, en leur disant dites donc, qu'est-ce que vous mangez à la maison? Comment ça se passe? Et c'est pas une histoire, c'est pas du blabla, c'est du vécu. C'est ça mangeait que du surgelé, de la pizza, des pâtes et du burger. Point barre. Et donc quand on leur a demandé de manger quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ou même de goûter un légume qu'ils ne connaissaient pas, c'était niet. Et encore une fois, hier, on parlait avec un enseignant qui était un peu plus âgé que nous, et qui disait qu'il faisait encore remplir un petit questionnaire à ses élèves en début d'année, et lui il était très attaché au fait à savoir ce qu'il faisait comme sport. Et moi je lui disais que au début de ma carrière d'enseignant, je faisais remplir cette même fiche. Et cette même fiche mettait quel était le plat cuisiné préféré de leur grand-mère ou de leur mère, leur pâtisserie préférée, et en effet ce qu'ils faisaient comme activité.
Et bien à un moment, j'ai été obligé d'arrêter parce que en fait, plus aucun élève n'avait de repère culinaire. À un moment, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que tu leur demandais quel est le plat régional, c'est pour ça que je voulais qu'on parle des régions, que vous connaissez, que vous aimez, c'était rien. Et pire, quand tu leur demandais la pâtisserie qu'ils préféraient, c'était une pâtisserie industrielle. Tu vois, c'est le Malabar, c'est la barre de je sais pas quoi. Donc en fait, notre métier, et je te rejoins quand tu parlais de ça, c'est-à-dire que notre métier a une vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de référence. Il y a peu de gens qui... Maintenant, même en campagne, les gens habitent quand même dans des grosses villes. La vache, on la voit pas tous les jours. Le pommier, c'est pareil. Et nous, on va commencer dans nos référentiels à leur dire, il va falloir retrouver le produit régional, le bon goût. Qu'est-ce que le bon goût ? Là, c'est pareil, faire des dégustations avec des gens et quand tu leur dis est-ce que vous goûtez ce que vous faites ? Bon, une fois sur deux, voire même la plupart du temps, ils ne goûtent pas. Et quand on se dit, nous, par exemple, c'est pas très bon. Moi, je me souviens avoir fait des dizaines de dégustations et dire aux élèves, mais c'est pas bon. Goûtez, qu'est-ce que vous en pensez ? Et les gens me répondent sincèrement, mais si, ça me plaît bien. Donc là aussi, comment va-t-on faire pour pouvoir ou éduquer, parce que c'est peut-être nous qui se basbine maintenant. Il faut se dire ça aussi. Hein. Quand je vois les éclairs chocolat, c'est plus de la crème pâtissière au chocolat maintenant, c'est carrément des crémeux, voire même des ganaches. Hein. Quand tu manges l'éclair chocolat, là quand ça tombe sur les godasses, t'es content quand même. Hein. Et en fait, d'ailleurs, ça soulevait une question ces derniers jours, où on se disait que dans notre métier, contrairement à la cuisine, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de documents de référence. Qu'est-ce qu'un éclair chocolat ? Qu'est-ce qu'un crémeux ? Qu'est-ce qui est crémeux ? Qu'est-ce qui est croustillant ? Ce qui fait que c'est difficile aussi d'enseigner. On n'a pas du tout de codification des produits. C'est quoi la définition d'un crémeux ? C'est quoi un éclair ? On n'a pas du tout de dénomination. Alors que dans certains métiers, même si on fait le parallèle en cuisine, il y a des choses qui sont bien codifiées. Ça sera plus sur la charcuterie. Ouais. La charcuterie, c'est encore plus codifié. Ouais. Parce qu'il y a le guide des bonnes conduites où tout est marqué. Là, il y a une rupture générationnelle. Ah, enfin. Là, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me titille. Parce que je vais vous prendre au mot. Parce que, alors, déjà la cuisine, oui et non. Parce que, d'accord, on va dire une sauce qu'en mayonnaise, oui, c'est un œuf et de l'huile. D'accord, quelle huile, déjà, on pose la question, c'est jamais précisé. Donc, pas plus qu'un éclair chocolat, on dit que c'est une garniture avec un éclair. À côté, depuis tout à l'heure, on parle de régionalisme, de goût, de haute. Plus on va chercher à qualifier précisément ce que c'est, plus on va vers de la standardisation et donner raison du coup au côté industriel. En bon ou en mal, mais en tout cas, on n'ira pas vers des particularismes. Et si je prends la charcuterie, oui, dans le sens, ce qui est devenu la charcuterie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un jambon blanc, à 98% en France, c'est le même jambon blanc qui est fait dans la même usine, le même type d'usine. Et pour autant, pour côtoyer quand même des charcutiers depuis un moment, merci Eugène, parce que grâce à toi quand même, il y a aussi une génération de charcutiers qui disent « Ouais, mais moi je suis pas d'accord, moi je vais faire de la charcuterie, je vais travailler de la viande, mais autrement, et du coup, ça rentre pas dans les petites cases. » Ça existe aussi. Si, ils reprennent... Alors, c'est pour ça que je vais t'arrêter tout de suite, parce qu'il y a le grand livre, le code de la charcuterie. C'est le code des usages. Le code des usages. Les jeunes, ils reprennent dedans. Alors en fait, juste avant qu'Éric puisse développer, en charcuterie, il faut bien comprendre que, je donne un pourcentage un peu comme ça à la louche, comme j'ai l'habitude, c'est plus de 90% de la charcuterie est vendue par des industriels. Donc le code des usages, il a été créé pour les industriels, entre autres. C'est-à-dire entre autres, mais d'ailleurs on s'est aperçu qu'en boulangerie, il y avait aussi un code des usages. C'est-à-dire que, et toi tu vas le savoir, c'est-à-dire que si tu dis je vends un pain de seigle, je dois avoir un minimum de seigle. Bien sûr, et de la même... Tout à l'heure tu parlais du jambon blanc, mais le jambon blanc n'existait qu'à un endroit, à Paris. Les autres, ce n'est pas des jambons blancs. Pourquoi le jambon blanc était fait à Paris ? Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas amener la viande crue à Paris. Donc tous les animaux étaient arrivés à la Villette depuis 1800.
et on tuait les animaux à la viette et on transformait de sitôt pour pouvoir les vendre parce que les gens ne pouvaient pas les stocker. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié, hein. C'est-à-dire que Paris, tu avais quelques marchés. Un marché qui fait rire tout le monde, c'est-à-dire que quand tu appelles un flic un poulet, ça fait rire tout le monde. Mais quand tu demandes aux gens pourquoi on les appelle des poulets, personne ne sait. Pourquoi on les appelle les poulets ? À cause du marché qui était à côté de la gendarmerie. Dans quel quartier ? La préfecture de police était le marché aux volailles qui a été transformé par Napoléon en 1803 en préfecture de police. Voilà. Toutes les volailles arrivaient vivantes à Paris par la Marne, la Seine, tout arrivait ici et on vendait les volailles ici. Les autres bêtes arrivaient à Paris à la Vinette, elles étaient abattues et transformées de sitôt. Et le jambon blanc, c'est quand même un jambon qui est, on pourrait presque dire, moderne. Oui, il y avait le jambon blanc, le boudin de Paris, le pâté Saint-Antoine, parce qu'il fallait transformer de sitôt. Les gens ne pouvaient pas stocker, il n'y avait pas de frigo. Ça, j'ai pas... Donc, et c'est pour ça qu'après, il y a eu des jambons qui ont été aromatisés, mais ça s'était fait dans les régions. Mais la mode, la façon de faire a été faite à Paris. Mais où tu as raison, c'est qu'en effet, la charcuterie comme la glace, c'est quand même des métiers qui sont commercialisés plus par les industriels que par les artisans. Donc, en effet, il n'y a pas de code. On n'a pas de code des usages en pâtisserie. On a appris qu'il y avait un petit code de la viennoiserie qui a été fait... Et les fours secs, et les produits secs. Et les produits, parce qu'en biscuiterie, le lobby a été pris par les industriels. Donc il y a un code des usages sur la biscuiterie. Je ne l'ai pas lu encore entièrement, mais il doit y avoir des creux. Mais en pâtisserie, en effet, il y a un énorme trou. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, c'est que la génération d'aujourd'hui, elle n'est pas moins bien que notre génération, elle est même mieux, parce qu'elle a beaucoup plus de connaissances. Mais c'est-à-dire que cette connaissance, maintenant, il faut la mettre au service de l'homme de métier, et surtout... il y a vraiment des choses à faire dans ce terme d'éducation. C'est l'éducation populaire, quelque part, réapprendre à goûter. Je pense que c'est ça qui manque à aujourd'hui. Oui, puis je terminerai en disant que la chimie de la nature n'a pas besoin de la chimie des hommes, quoi. Et toi, tu es encore en formation ? Non, j'ai quitté l'année dernière. Et alors justement, c'est toi qui vas avoir le mot final, puisque tu sors de l'école. Tout à l'heure, tu nous as dit il faudrait qu'à l'école, on puisse peut-être enseigner autrement. Oui. Je fais, par exemple, l'année dernière, j'ai passé mon BTM. Dans notre sujet, il fallait qu'on trouve des produits. Enfin, nos matières premières de nos produits devaient être trouvées en circuit court. Et on avait aussi un produit qui nécessitait un récipient en matière éco-responsable. Mais en fait, on n'avait jamais vu ça en cours. Alors ça paraît bête, mais on a pris du temps. On a mis beaucoup de temps à reprendre le tableau des saisons. Nous on fait un tour de France, donc en plus en fonction des villes où on va, les matières premières dans le circuit court, on les gère pas quoi. On les gère pas forcément. Et du coup on a eu tout un travail de recherche à faire sur les 1 mois de préparation de tout ça. Je pense que si on avait été habitué de par notre éducation, ensuite de par l'apprentissage et tout ce qui nous entoure en fait, parce que c'est la société de manière générale et pas que la formation, peut-être qu'on aurait fait ces recherches un peu plus rapidement. Après c'est bien qu'ils le mettent dans les examens, mais pour qu'ils soient mis dans les examens, il faut qu'on les voit un peu plus en cours aussi. Ouais. Et dernier point, parce que moi ça m'interpelle toujours sur cette autonomie d'apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à notre époque, moi j'ai le souvenir que quand j'étais en apprentissage, on m'a donné, à la fin de mon CAP, mon maître d'apprentissage m'a offert un livre, et il m'a offert d'Arénée et Duval. C'était le seul livre qui existait en pâtisserie. J'ai dû le lire 1000 fois. Je crois qu'il y a un maximum de choses que j'ai pas compris là-dedans, parce que c'est que des recettes, il y a très peu de choses, mais c'était le seul livre. Aujourd'hui, on ouvre Internet, il y a une multitude d'informations. Est-ce que tu penses que aujourd'hui l'autonomie, qu'est-ce qui manquerait aux élèves qui soient plus autonomes dans l'apprentissage ?
Est-ce que tu penses que c'est possible, l'autonomie dans l'apprentissage? Je pense qu'ils le sont déjà un peu. C'est ce dont on parlait. Je vois certains jeunes en formation, on leur demande par exemple de faire une tarte citron meringuée. Si on les laisse libres sur le dressage de la meringue, ils vont inventer des choses qui seront peut-être pas belles, mais en fait ils seront en autonomie à ce moment-là. Ils vont pouvoir s'autocritiquer aussi et puis regarder un peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a déjà de l'autonomie. Nos jeunes, ils regardent des recettes, ils se questionnent, mais si je faisais ça comme ça, alors des fois c'est de la flemme, des fois c'est de la curiosité, et du coup ils changent les produits finalement, et ils le font en autonomie. Donc je pense qu'ils sont quand même assez autonomes et je me rends pas compte de la différence avec une époque ou une autre. Et sur ce qu'on disait sur le fait de redécouvrir les produits, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous? Comment on pourrait aider cette génération à essayer de redécouvrir les produits? En changeant la manière et l'approche qu'on a de nos cours, tout simplement. En faisant confiance et en axant nos cours autour de choses qui font du sens. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux donner un exemple? Est-ce que je peux donner un exemple? Un exemple sur un cours qui... Un cours, prenez une betterave à sucre, faites un sirop et faites une cuisson de sucre issue de la betterave avec les jeunes et vous faites goûter la sucette que vous aurez à la fin. Le jeune il se souviendra toute sa vie que le sucre ça vient de la betterave et grosso modo comment on fait. Vous lui montrez au tableau avec un feutre, un stylo, pour 90% des jeunes qui ont quitté les systèmes scolaires pour pas avoir ça, et ça manquera tellement de concret. Donc en fait l'idée c'est de dire, moi c'est ce qu'on appelle, et ça Brice ici le fait énormément dans ses cours, ce qu'on appelle la TA. Enfin moi en tout cas ce que j'appelais la TA, c'est la technologie appliquée. Et Brice il peut en parler de la technologie appliquée. Ah Brice, tu me fais 1 minute sur la technologie appliquée. Moi j'aimerais que tu me racontes, parce que quand on a travaillé ensemble, Brice est devenu le spécialiste, là où il est, de la technologie appliquée. Il était parce que ça l'intéressait. Moi, je voudrais qu'il nous dise juste comment réagissent les élèves. Le nombre de fois où Brice venait me voir en me disant, parce que moi, je l'obligeais à faire de la TA, ce que tu dis, nous, on les obligeait. Et moi, je voudrais qu'il dise juste une chose pour qu'on essaie de comprendre comment on pourrait les inciter. C'est quoi ton retour, Brice, sur les TA en pâtisserie? C'est de pouvoir les mettre qu'ils soient actifs dans la découverte, parce que là c'est toujours nous qui leur montrons le fait de notre expérience, mais ils ne sont pas actifs. La plupart du temps ils sont assis derrière leur chaise, et puis au bout d'un moment ils s'endorment parce que c'est pas actif. C'est pas actif, c'est pas ce qu'ils ont l'habitude c'est pas ce qu'ils ont envie de voir. Parce qu'en fait, Brice, c'est pas assez concret. Pour rejoindre ce que tu dis, Brice faisait ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on l'a fait sur de la betterave, on l'a fait sur comment découvrir, enfin comment comprendre la protéine et comment elle se transforme en gluten et comment on a du gluten, le foisonnement des crèmes, la gélification des amylons. Et à chaque fois, très souvent, ils venaient me voir en me disant ça va pas, parce que dès que ça va dépasser une demi-heure, en fait, ça les ennuie. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude non plus. Mais, ils ne veulent pas concrètement à quoi ça sert. Ouais. Tu le fais une fois, c'est bien. 2 fois, c'est rigolo. Et au bout de 12 fois, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué.